Bonjour à tous et bienvenue dans le studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce 19e numéro de Territoire Éco, l'émission dédiée à l'économie azuréenne du groupe Nice Matin, réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur et nos confrères de la Tribune Côte d'Azur. Pour présenter cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Agnès Farrugia, journaliste au service économie de Nice Matin. Bonjour Agnès. Bonjour Karine. Et Isabelle Ozias, rédactrice en chef du journal La Tribune Côte d'Azur. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. On débute ce 19e numéro de Territoire Éco avec la grande interview. Comme chaque année depuis 16 ans maintenant, la cérémonie des trophées de l'éco de Nice Matin célèbre le dynamisme et l'innovation de l'écosystème économique azuréen via différents prix, allant de la start-up de l'année à l'international ou au Green RSE. L'édition 2024 qui vient de s'écouler, qui s'est déroulée le 10 décembre dernier à l'Opéra de Nice, n'a pas fait exception à la règle. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau celui qui a remporté le prix de l'entrepreneur de l'année, Franck Canata, qui est le fondateur et dirigeant de l'entreprise de transport et de logistique Transcan basée à Carrosse. Alors Franck Canata, lui, il coche toutes les cases de cette catégorie d'entrepreneur de l'année, c'est-à-dire réussite, hypercroissance, RSE, vision, management. Franck, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Félicitations aussi pour votre prix. Merci. Vous êtes un exemple parfait de réussite, car en un peu plus de 20 ans, vous vous êtes passé de 1 salarié, vous-même, à plus de 500. Vous nous racontez un peu votre parcours et surtout cette vision qui vous a valu ce trophée. Effectivement, la progression a été assez soutenue puisque il y a 20 ans, on démarrait cette activité, cette aventure avec une idée très simple de servir en matière de transport et logistique notre territoire. En quelques mots, je transporte ce que je stocke et inversement avec un objectif très clair et bien déterminé, c'est au profit du territoire, de son tissu économique et de ses entreprises sur un marché qui a priori n'était pas des plus porteurs sur le territoire des Alpes-Maritimes, faute d'industrie massive sur le territoire. Et donc, vous avez réinventé ce métier ancien, c'est ça? Oui, on a souhaité le réinventer, l'adapter aux moyens modernes, aux moyens actuels, tout en ayant en tête cette transition que nous avons imaginée il y a plus de 10 ans déjà, avec une logique de massification, le bon sens de la massification de la marchandise, qui est évidemment un point essentiel à notre métier. Et donc, juste dernière question de ma part, votre chiffre d'affaires et le nombre de collaborateurs? Aujourd'hui, c'est près de 500 collaborateurs, un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 90 000 m² d'entrepôt et 250 cartes grises sur le parc roulant. Merci. Mesdames. Bonjour Franck et bravo pour le prix reçu. Merci. Ma première question, c'est aujourd'hui, quelle est l'offre Transcan et comment avez-vous réussi à vous adapter aux besoins du territoire? L'offre est plutôt... je dirais général autour de tous les besoins, effectivement, je le disais tout à l'heure, du territoire. C'est en matière de transport, bien entendu, en matière de logistique, en matière aussi de déménagement, qui est une nouvelle filiale, tout en imaginant l'avenir, la solution la plus appropriée à la desserte de la ville, des villes, qui sont de plus en plus contraintes en termes de livraison, pour arriver à continuer de livrer, tout en faisant en sorte de respecter l'environnement, de diminuer les nuisances, et donc d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles solutions à apporter à notre territoire. En l'occurrence, avec notre filiale EcoCity qui est adressée autour de ce besoin de massification et de livraison du dernier kilomètre, du dernier mètre maintenant, de façon la plus décarbonée qu'il soit, la plus apaisée qu'il soit, pour le bien-être évidemment des habitants, mais également pour tenir compte de l'économie et de l'activité qui est inclue dans les centres-villes. On va en parler justement. Le premier étage de la fusée, c'est la construction d'un nouveau bâtiment sur le parc d'activités logistiques. Oui. Justement pour adresser ce dernier kilomètre, voire ce dernier mètre. Comment ça va se passer? Effectivement, nous occupons aujourd'hui un site déjà sur le parc d'activités logistiques, mais qui n'est pas suffisamment important, suffisamment dimensionné à l'échelle du besoin de notre territoire. La construction du nouveau site démarrera courant 2025, si tout va bien, pour se livrer en première phase mi-2026, deuxième phase mi-2027 et finir la construction fin 2027. Cette nouvelle construction permettra de massifier l'intégralité ou tout au moins la majeure partie des flux à destination des Alpes-Maritimes afin de mutualiser la marchandise et de livrer les clients, qu'ils soient en centre-ville ou tout autour des centres-villes de notre territoire, de façon massifiée, écologique, éco-responsable, avec évidemment des matériels de nouvelle génération, entre autres électriques, mais également au biocarburant.
Ok, donc Transcan s'étale. Et au niveau croissance interne, externe, peut-être vous avez des choses à nous annoncer? C'est une addition des deux, essentiellement de la croissance organique jusque-là, par de nouvelles activités, de nouveaux métiers qui sont venus se rajouter autour des métiers historiques. Je transporte ce que je stocke, je le disais juste avant. Donc j'ai expliqué tout à l'heure l'addition des métiers nouveaux, avec le déménagement, avec le e-commerce, avec le dernier kilomètre également. Et aujourd'hui, et depuis quelques temps déjà, des croissance externe. Nous avons eu la chance et la joie d'intégrer les transports Gallo l'année dernière sur le bassin grassois, qui est un bassin très spécifique avec une valeur ajoutée particulière. D'ailleurs, notre département est rempli de spécificités locales au sein de notre territoire. Grasse en fait partie, tout comme Cannes, comme Nice et les autres, Sofia Antipolis bien sûr. Plus récemment, avec l'intégration du déménageur historique de la Côte d'Azur, le déménagement Révéli, plus de 120 ans d'existence pour ce déménageur qui a connu vraiment une transformation au fil des années, qui a rejoint le groupe récemment et qui nous permet de nous positionner de façon forte sur le métier du déménagement. Alors tout ça fait que vous affichez une croissance de 17% par an depuis plusieurs années, depuis une bonne décennie. Comment continuer, encore avec de la croissance externe ou par d'autres diversifications? Effectivement, on enregistre une croissance moyenne sur ces 10 dernières années de 17% par an. 17% en chiffre d'affaires, mais compte tenu que nous sommes sur un métier de service avant tout, 17% aussi de croissance en termes d'effectifs. Cette croissance est principalement due à notre développement organique de la société, mais également aux croissances externes, on l'a dit tout à l'heure. Sur 2024, on va suivre cette même logique, malgré un ralentissement de l'économie, malgré un tassement de certains secteurs d'activité dans le métier du transport et de la logistique, mais pour autant, les nouvelles activités, les activités connexes que l'on a rajoutées, ainsi que les croissances qui pourraient arriver incessamment sous peu, vont nous permettre de continuer sur cette lancée. Transcan cible le transport de produits secs. Est-ce qu'il y a une volonté chez vous de s'orienter vers du transport de produits liquides, des ambitions de dupliquer aussi le modèle Alors effectivement, nous sommes exclusivement ou quasi exclusivement sur des produits secs à l'heure actuelle. Le transport regroupe un tas d'activités diverses et variées. Ça peut être de la benne, ça peut être du plateau, de la citerne, vous venez de le préciser, et bien d'autres domaines d'activité. Aujourd'hui, on a fait le choix de se concentrer uniquement sur le produit sec. Demain, peut-être que des nouveaux marchés pourront être adressés. C'est pas tout de suite à l'ordre du jour, mais c'est pas impossible, tout en tenant compte de l'activité et du besoin du territoire, bien entendu. Vous parlez de RSE et de notamment ce qui concerne, vous parlez de bon sens, notamment ce qui concerne la RSE, la décarbonation, et que vous avez appliqué à votre flotte de véhicules. Mais ce n'est pas sans mal en raison du manque d'infrastructures. Vous nous expliquez un peu ceci? Oui, absolument. La RSE, le développement durable, avant tout, pour nous, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est de massifier, de mutualiser les moyens pour les diminuer de façon naturelle. En complément de cette idéologie, il y a le matériel, bien entendu, le matériel qui évolue à grands pas. Voilà déjà 4 ans que nous avons franchi le pas de l'éco-responsabilité avec du biocarburant, des véhicules de type similaire aux véhicules traditionnels, mais circulant à l'aide de biocarburant, notamment de colza français, qui nous a permis de faire un premier pas. Aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, les véhicules électriques commencent à arriver dans notre flotte, y compris en poids lourd, et bientôt en super lourd, parce que les premiers tracteurs vont nous être livrés prochainement. Mais outre le prix, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, effectivement, la disponibilité, la recharge est un point crucial pour continuer le développement, pour l'accélérer. Et aujourd'hui, c'est un frein. Aujourd'hui, si on parle de gaz, par exemple, seule une station sur les Alpes-Maritimes publique, poids lourd, existe. Pour arriver à dynamiser une filière comme la filière gaz, une station est évidemment très insuffisante sur les Alpes-Maritimes. En termes de biocarburant, aujourd'hui, en fonction du type de biocarburant, ça n'est pas commercialisable sur un réseau et uniquement en cuve privative. Quant à l'électricité, ça voit péniblement le jour depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, mais c'est exclusivement auprès des solutions personnelles, des solutions d'entreprise, ce qui là encore limite le développement massif. C'est des sujets que vous gérez aussi en tant que président de la FNTR06, c'est la Fédération nationale des transporteurs routiers, alors du coup départementale. C'est important que toute la filière vous suive dans ce mouvement? Bien sûr, c'est un enjeu crucial. Si les infrastructures sont insuffisantes, la filière ne va pas s'axer autour, en tout cas pas à la vitesse nécessaire autour de ces nouvelles énergies. C'est un point crucial. Je le dis tout à l'heure, un véhicule de type électrique est à peu près 3 fois plus cher à matériel équivalent qu'un véhicule thermique. 3 fois plus cher
avec en plus des contraintes de rechargement qui sont bien plus longues, des contraintes d'exploitation qui sont plus importantes et l'absence de réseaux de distribution à l'échelle nationale, qu'ils soient sur des réseaux routiers ou autoroutiers, freine le développement, inquiète les transporteurs, et d'autant plus parce qu'ils ont une vision à long terme qui est très limitée, une absence de vision claire de nos pouvoirs publics qui ralentissent et qui inquiètent notre secteur qui, ne l'oublions pas, est lourdement touché depuis quelques temps déjà. D'autant qu'on ne connaît pas aussi la deuxième vie des véhicules, ce qui n'est pas le cas pour les transports, tout ce qui est diesel ou autres tracteurs. Absolument. Parmi nos composantes de charge, le véhicule, la deuxième main, est un point crucial, essentiel. Un véhicule, lorsqu'il a fini sa première vie dans nos entreprises, avec un renouvelant qui, en fonction des sociétés, on peut l'imaginer entre 4, 5, 6 ans maximum pour un transporteur comparable à notre société. Aujourd'hui, la deuxième main d'un véhicule électrique, on n'a pas de recul, on n'a pas de vision, alors qu'il coûte 3 fois plus cher, même si on considère qu'on va le garder plus longtemps du fait de cette technologie. Pour autant, l'absence de vision durable est un frein pour un grand nombre d'entre nous. Autre point noir, après celui-ci, le recrutement et le manque de foncier pour se développer. Alors, sur notre territoire, effectivement, le manque de foncier est un point majeur qui est en plus amplifié par les règles locales d'urbanisme, les PLU et les différentes problématiques environnementales nous créent des difficultés complémentaires. Donc effectivement, sur notre territoire, c'est de plus en plus compliqué, ce qui nous oblige à monter, à travailler la logistique en étage. Une quinzaine d'années, c'était inconcevable d'avoir des activités logistiques en étage. Aujourd'hui, ça devient la norme, avec des étages, des multiniveaux, des bâtiments multiniveaux. D'ailleurs, c'est ce que l'on va construire au PAL, avec un bâtiment sur 3 niveaux, 3 cours camions, 3 cours poids lourds, empilés les unes sur les autres. Un dernier véhicule, un dernier poids lourd qui sont à 16 mètres par rapport au terrain naturel. Donc ça nous oblige à trouver des solutions alternatives, faute de foncier, faute aussi de nouvelles règles, comme la ZAN, zéro artificiation nette, qui a une contrainte complémentaire. Vous me parliez également des contraintes de logement. Effectivement, c'est une contrainte majeure. Notre territoire est extrêmement complexe sur le sujet. Le foncier est rare et donc cher, y compris pour loger nos actifs. Et c'est bien un sujet d'envergure que de trouver la solution pour arriver à mailler le contrat de travail et un logement, pour permettre à des collaborateurs qui viendraient s'installer sur la Côte d'Azur que de faciliter leur arrivée et leur présence durable sur notre territoire. On a parlé de beaucoup de problématiques liées et à la filière et à l'entrepreneuriat. Si vous deviez tirer une de ces problématiques du feu pour tout de suite l'éteindre, quelle serait-elle ? Probablement la formation. La formation et également l'image du transporteur. Aujourd'hui, on est en défaillance d'image de façon significative dans notre métier. On a souvent l'habitude d'entendre que les transports sont les principaux responsables des émissions, des difficultés que l'on peut avoir à l'échelle environnementale. On entend souvent 30%, les transports représentent 30%. C'est vrai, mais c'est les déplacements qui représentent 30%. Et non pas dans l'état d'esprit des gens, les camions qui représentent 30%. Il est important de le préciser. Aujourd'hui, les déplacements, c'est-à-dire les déplacements privés, pour aller acheter par exemple sa baguette de pain le dimanche, font partie des 30%, tout comme les déplacements en bus, en train, à titre personnel et transporteur, transport de voyageurs. Si on cible uniquement le transport de marchandises, ces 30% deviennent 15%. Quand on parle de transport de marchandises, on parle aussi de bateaux, de trains, d'avions, de péniches, pas que de camions. Si maintenant on parle uniquement de camions, c'est 7%. Transport routier de marchandises représente 7% des émissions, alors qu'on a le sentiment qu'il représente 30%. Ça nous met très en deçà par rapport à l'industrie ou par rapport à l'agriculture, qui ont un pourcentage bien plus important que le nôtre, et il est important de le souligner. Une dernière question. Que représente pour vous le trophée de l'entrepreneur de l'année pour Nice Matin, une reconnaissance ? C'est une reconnaissance, je m'en réjouis, bien entendu. C'est une reconnaissance, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de passion au quotidien dans ce que l'on fait. Et évidemment, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, pour employer une expression familière. Mais c'est une reconnaissance de ses pairs et c'est quelque chose qui est vraiment très significatif pour moi. Merci à tous les trois. Franck, vous restez avec nous et nous allons passer au Journal de l'Écho. Agnès, Isabelle, c'est à vous de jouer. Qu'avez-vous remarqué dans l'actualité économique de ce mois de novembre ?
Une actualité économique riche, Karine, et jackpot pour Cintoux qui lève 37 millions d'euros pour renforcer ses attaches aux États-Unis et doubler ses investissements en Europe. Pour rappel, Cintoux, c'est la Sophie-Politaine qui est spécialiste de la gestion des données dans le bâtiment et l'industrie et qui jongle avec 2 sièges à Sophia Antipolis et aux États-Unis. Et ça bouge aussi côté États-Unis pour Robertet, le Grassois leader mondial de la transformation des matières premières naturelles à destination des parfumeurs et des aromaticiens. Le groupe annonce le rachat de l'américaine Phasex Corporation et l'entrée à son capital de 2 fonds d'investissement, FSP, le fonds stratégique de participation, et de Peugeot Invest. Ça ne change pas grand-chose au capital puisqu'en même temps, Firmenich s'est désengagé et donc les parts ont été rachetées par ces 2 fonds d'investissement. La famille Maubert, elle, reste toujours aux commandes. Une nouvelle croissance externe pour le groupe Rani, devenu leader français de la transition énergétique et environnementale dans le secteur de l'éclairage extérieur. Après l'allemande S et la lyonnaise HEC, Rani absorbe Eco-Innov, basé en région de Grenoble, à Grenoble, et spécialisé dans le LED solaire. Novembre a été riche en salons, mesdames. Oui, c'est la saison. Succès fou pour la 2e édition du Forum de la franchise, organisé par la CCI à l'Alliance Riviera. Il a rassemblé mi-novembre une 50aine de franchisés venus chercher un profil azurien idéal pour se développer sur le territoire. Les postulants, eux aussi, ont été très nombreux. On attendait 500 personnes. On a frôlé le millier de participants. Un carton qui laisse présager le retour récurrent de ce forum sur la Côte d'Azur. Et s'il y a bien un événement incontournable pour les entrepreneurs azuréens, ce sont les entrepreneuriales. Tout à fait, une belle édition 2024 pour les entrepreneuriales qui se déroulait à l'Alliance Riviera le 21 novembre, avec une petite particularité, ceci dit, la grogne des chefs d'entreprise à l'ouverture de ce salon, qui fait suite à un budget et une stratégie étatique qui se crispent un peu, surtout avec le retour d'une fiscalité handicapante. Ceci dit, le salon a vu 5000 entrées et le succès sera renouvelé l'année prochaine. Et on va faire un petit placement produit des entrepreneuriales. C'était aussi l'occasion pour Tribune Côte d'Azur de dévoiler son palmarès 2024 des 500 plus belles entreprises de la Côte d'Azur. Alors, qui pour détrôner le groupe MAN et ses 1,7 milliard de chiffre d'affaires en 2023 ? Eh bien, personne. Il est toujours premier. Ça devient historique. Et les 2 autres groupes milliardaires du 06, qui sont donc Virbac et GSF, 2e position, eh bien, continuent à essayer de doubler le roi Jean. Transcan est bien sûr dans notre classement. Vous êtes 110e. 110e, c'est bien. En progression, évidemment. Exact. Et la plus grande technopole d'Europe, Sophia Antipolis, a organisé ses premiers trophées cette année, au mois de novembre. Elle y récompense la vie associative avec le Club Omnisport de Valbonne, le développement international avec la Muratoglu Academy, la politique d'inclusion avec Amadeus, le développement durable pour la société de construction GCC et l'excellence et l'innovation technologique pour Cintoux, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, c'est pas un salon, mais c'est une excellente nouvelle pour le département des Alpes-Maritimes. Il semblerait que pour la première fois, une alliance recherche, innovation et entreprise ait raison des bisbilles politiciennes qui animent notre territoire, en annonçant l'avènement d'un pôle Skin Excellence, rassemblant les filières santé, cosmétique et affiliées autour de la peau, tout ce qui est dermato. Le territoire vise une ambition mondiale sur un segment qu'elle maîtrise. Plus de 80 entreprises sont déjà répertoriés sur ce segment ciblé, et avec le CHU de Nice et Eurobiomed et les labos de recherche publics en appui, eh bien, on pourrait faire quelque chose de particulièrement efficient sur la Côte d'Azur, et tous ensemble, physiquement, le pôle Skin devrait s'installer sur la plaine du Var à l'orée 2027. Il s'en passe des choses sur notre territoire. D'autres infos côté vie des entreprises ? Mais oui, Karine, à votre service. Nous avons la Carrossoise, donc dans votre secteur, qui intègre la 4e promotion Étincelle, la Carrossoise Sophia Cosmétique. Étincelle, c'est ce programme géré par l'État depuis l'année dernière, qui entend faire grimper 500 PME françaises sur la marche ETI, donc les faire grandir, les faire devenir plus grandes. Donc Sophia Cosmétique intègre cette promo au même titre que 45 autres entreprises nationales.
Mesdames, je vous sais accro au shopping, donc on passe à une info qui vous concerne tout particulièrement. Et oui, ne l'appelez plus Polygone Riviera, mais Shopping Promenade Riviera. Je regarde encore le nom sur l'affiche parce qu'il va falloir un petit moment pour qu'on s'y habitue. C'est le premier grand dépoussiérage stratégique pour le centre commercial de Cagnes-sur-Mer depuis son rachat fin 2023 par le groupe Frey. Réorientation qui en appelle bien d'autres. Le groupe ambitionne de devenir le leader du loisir et du divertissement dans les Alpes-Maritimes, avec notamment l'arrivée d'un grand complexe de loisirs indoor en lieu et place du Printemps, 6000 m² quand même. Aurus Pharma qui regarde vers l'Est et plus particulièrement vers la Roumanie. Le laboratoire niçois spécialisé dans l'ophtalmologie vient de prendre une participation au capital d'Inocare Pharm et dans le viseur accroître son influence et sa distribution dans les Balkans et en Asie centrale. On reste dans la santé avec Impulse et son défibrillateur de poche qui a remporté une médaille d'or au prix Santé Entrepreneur organisé en région sud par Harmonie Mutuelle qui récompense les entrepreneurs engagés pour la santé, la qualité de vie en entreprise et la transition écologique. Impulse est basé à Grasse et commercialisera son mini défibrillateur en 2027. Et à quelques jours de l'ouverture de Parcoursup, voici une info qui va aider les lycéens et leurs parents. Tout à fait, le cabinet niçois ABT Talent Le Grand Bain a prévu un petit outil en ligne qui s'appelle Orientation Game. C'est un petit questionnaire en ligne que les étudiants peuvent remplir et ça transforme leurs appétences et leurs compétences en futurs métiers, donc en filière à suivre et ça aide beaucoup dans le parcours professionnel. On finit par des tops et des flops. Et oui, il faut des flops. On finit par une mauvaise nouvelle. Les laboratoires Boiron, installés à Sophia Antipolis depuis 1998, annoncent leur départ de la Technopole d'ici fin 2025. 3 autres sites des laboratoires sont concernés, Dijon, Clermont-Ferrand et Reims. En cause, un déremboursement du geste homéopathique et des produits homéopathiques qui a divisé par 3 le chiffre d'affaires en 5 ans, d'où ces ajustements territoriaux. 20 salariés sont concernés sur le site de Sophia Antipolis. Et un top qui est pour le tourisme. 2024 est la nouvelle année de référence pour le tourisme en PACA. Et comment le sait-on, Karine ? Bonne question. Non pas parce qu'on n'arrive plus à se garer nulle part en ville, hiver comme été, mais parce que le comité régional de tourisme a bien bossé ses chiffres. 3% de plus de fréquentation par rapport à 2023 et une hôtellerie qui affiche des taux d'occupation qui qui dépassent les 80%. Donc une belle année, sûrement portée par le passage du Tour de France et les Jeux Olympiques. Merci Agnès et Isabelle pour ce résumé très complet de l'actualité économique et on passe à la séquence en coulisses. Dans ce numéro, nous allons vous faire découvrir l'antiboise d'Ecoflamme qui crée et loue du mobilier et des décorations sur mesure pour le secteur de l'événementiel. À son actif, le mariage du prince Albert II de Monaco, mais aussi les plages électroniques et le bal des fous. On a des projets toujours très ambitieux qui nous amènent beaucoup plus loin dans le design, dans la construction, dans l'organisation des événements. D'Ecoflamme existe depuis 2004. On est loueur de mobilier et créateur de décors. On intervient principalement de Saint-Tropez à Monaco et quelquefois à l'étranger. Le chiffre d'affaires de d'Ecoflamme aujourd'hui entre nos 2 entreprises, celle qui se trouve à Monaco où on a 20 collaborateurs et à Antibes où on est 50 collaborateurs, est de 20 millions d'euros. Ce qui nous a propulsé sur ce marché, c'est le mariage du prince Albert, qui nous a fait connaître en fait en tant que créateur de décors spécialisé dans les mariages. On est beaucoup demandé en fait chez d'Ecoflamme pour les mariages, et là c'est un thème provençal, mariage provençal. On a le thème Courchevel qu'on avait réalisé au Monte Carlo Bay à Monaco. Le décor qui est toujours à la mode, c'est le décor Gatsby. C'est un thème indémodable qui est constamment demandé. Nous travaillons sur une partie clientèle privée et également sur des événements corporels tels que le MIPIM, le Festival du film, le Grand Prix, le Bal des Fous qui est très connu dans la région et les plages électro. Depuis le départ, notre souhait était un positionnement haut de gamme. De ce fait, on a internalisé beaucoup de nos services et chaque projet nous a amené à grandir et choisir un département différent. La tapisserie, la menuiserie, le son et lumière,
les tentes et structures et plus récemment Garden, donc les plantes. Alors ici à Decoflame Garden, on va avoir différents végétaux qui vont partir en prestation, en location pour différents événements. Le but de cette opération, c'est de réutiliser les plantes qu'on utilisait sur des prestations et qu'on n'utilisait plus après. Donc ici on va les entretenir, on va les faire grandir, on va les rempoter, on va en prendre soin pour qu'ils puissent repartir en prestat et être réutilisés, réutilisés, réutilisés. Et le souhait était justement de développer cela dans tous nos départements, pouvoir réhabiller aussi le mobilier quand il est abîmé, pouvoir le réparer en menuiserie et de ce fait réutiliser sans cesse dans un but éco-responsable. On s'est rendu compte que la main-d'œuvre allait manquer. On a naturellement lancé notre école de formation afin de les intégrer à nos équipes pour pouvoir répondre à cette demande de main-d'œuvre. Le projet le plus fou, je dois dire qu'on en a eu vraiment beaucoup. Je pense à un mariage sur le thème du cirque où c'était dans un chapiteau. Un mariage au festival du film, comme si c'était le festival du film. On a des projets toujours très ambitieux. Merci à Franck Fernandez qui a réalisé la vidéo et vous pourrez bien entendu retrouver l'article sur Decoflame lundi prochain dans le supplément Éco de Nice Matin. Merci à vous, Franck Kanata, d'avoir accepté notre invitation, répondu à nos questions. Et on passe désormais à la dernière partie de Territoire Éco, le pitch. Christophe Vasseur, bonjour. Vous êtes le dirigeant d'Inofenso, fondé en janvier dernier à Nice, et vous avez 90 secondes pour nous révéler tous les bienfaits de votre solution. Bonjour. L'essor de l'agriculture a toujours permis de nourrir la population mondiale. Pour réussir ce tour de force, en 2022, ce sont près de 230 000 tonnes de pesticides qui ont été épandus pour la protection des cultures en Europe. Mais la nature est bien faite. Il existe des protections naturelles pour une agriculture toujours plus respectueuse de l'environnement. Je suis Christophe Vasseur, président et cofondateur de la société Inofenso. Inofenso développe des protections de cultures naturelles, des insectes auxiliaires pour lutter contre les ravageurs de culture. Après 10 ans de R&D, nous développons des solutions de biocontrôle uniques. Notre technologie nous permet de sélectionner la meilleure combinaison d'insectes auxiliaires, ce qui n'avait jamais été réussi auparavant par les acteurs du biocontrôle. Nos produits sont spécifiques de chaque filière agricole pour une meilleure efficacité. Nos insectes auxiliaires vont pondre dans les œufs des ravageurs, s'en nourrir et empêcher leur émergence tout naturellement. Le potentiel marché du biocontrôle est énorme. Avec 16% de croissance annuelle, il atteindra 13,7 milliards d'euros dès 2027. Créés en janvier 2024, tous nos produits sont nativement homologués par la réglementation européenne. Nous vendons déjà nos premières solutions de biocontrôle pour les agriculteurs de France dans 3 filières stratégiques agricoles. Dès 2025, nous poursuivons le développement de solutions de biocontrôle auprès de 4 nouvelles filières agricoles toujours plus respectueuses de l'environnement. En un mot, développer Inofenso, c'est protéger les cultures pour nourrir le monde. Merci. Merci Christophe. Alors, vous avez un tout petit peu dépassé au niveau chronomètre, mais j'ai une question à vous poser justement. Quelles sont les 3 filières dans lesquelles Inofenso est déjà présente ? Aujourd'hui, on est donc développé sur le territoire niçois. On a réussi à intégrer nos solutions dans les acteurs locaux. On travaille une fois encore avec et pour les agriculteurs de France, mais en particulier en local. Dans la région PACA, nous travaillons sur la lavande. Et dans le sud-ouest de la France, nous avons été contactés par les fruits et légumes transformés, en particulier pour résoudre leurs enjeux dans le haricot. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncet et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Chloé Vorgard pour la conception. Merci à vous, mesdames, pour cette actualité très riche. Et nous vous souhaitons avec un peu d'avance de très belles fêtes de fin d'année et nous vous retrouvons en janvier. Merci, au revoir.